Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut sembler un peu anodin, mais qui est en réalité un moment décisif dans la recherche d'emploi. L'email qui accompagne une candidature. Oui, tout à fait. Ce premier contact, il peut vraiment ouvrir des portes ou les fermer assez brutalement. Comment on fait alors pour qu'il joue en notre faveur? C'est une excellente question. On sous-estime souvent, je trouve, la puissance de ces quelques lignes. C'est la toute première vitrine, quoi. C'est vrai. Avant même le CV, avant la lettre de motivation, c'est un peu comme la bande-annonce de la candidature. Et comme pour un film, si la bande-annonce n'accroche pas... Eh ben, on risque de passer à côté du film même s'il est génial. Pour nous aider à réaliser la meilleure bande-annonce possible, on a un guide pratique, il vient de Le Repère des CIP et il s'intitule Quoi mettre dans un mail pour postuler. Hmm, Notre mission aujourd'hui, en extraire la quintessence, les stratégies clés pour que cet email soit un véritable atout. exactement. Et il ne s'agit pas juste de suivre une recette, hein, mais de comprendre pourquoi chaque ingrédient compte. Ce document nous offre une structure qui est, ma foi, assez solide. On va donc décortiquer ensemble ces éléments Oui. pour comprendre comment optimiser ce premier contact qui est si stratégique avec un recruteur potentiel. Alors, on plonge direct. Le tout premier élément que le recruteur voit, c'est l'objet du message. Qu'est-ce que le guide nous dit là-dessus? C'est crucial, j'imagine. Ah oui, crucial. Le guide est très clair. L'objet, ça doit être comme une balise lumineuse dans une mer d'email. D'accord. Il faut indiquer sans détour que c'est une candidature et préciser exactement le poste visé. L'exemple qu'il donne, c'est candidature pour le poste 2 intitulé du poste, votre nom. C'est un modèle d'efficacité. Simple et direct. Zéro ambiguïté, c'est ça l'objectif. On imagine bien la boîte de réception d'un recruteur. Ça doit être un flux continu. Donc, un objet précis, c'est d'abord une question de visibilité pour pas se perdre. Absolument. C'est la fonction première, permettre aux recruteurs de classer, de prioriser, de retrouver l'email facilement. Mais il y a une dimension psychologique aussi, je pense. Ah oui? Mais oui, un objet clair et pro, ça envoie un premier signal, je suis organisé, je respecte votre temps, je sais communiquer. C'est un petit avantage, quoi, avant même d'ouvrir le message. D'accord. À l'inverse, un objet vague comme juste candidature, ou pire, rien du tout, c'est déjà un mauvais point. Ok, c'est noté. Première impression, soigner dès l'objet. Maintenant, on ouvre l'email. La salutation. Comment on s'adresse à la personne? Alors là, le guide recommande une approche professionnelle et respectueuse. Les suggestions, c'est cher, nom du recruteur, ou bonjour, nom du recruteur. L'idéal, bien sûr, c'est de personnaliser si on connaît le nom. Ah, ce fameux nom. Parfois, c'est une vraie enquête pour le trouver. Et si on ne le trouve pas, malgré les recherches, le guide donne une alternative? Le guide ne détaille pas ce cas précis, mais l'esprit général, le professionnalisme qu'il prône, ça nous oriente vers la formule classique et toujours sûre. Madame, monsieur. D'accord. C'est neutre, c'est formel, ça évite les impairs. L'important, c'est de rester cohérent avec le ton. On évite absolument les saluts, hello, même si le secteur a l'air décontracté, hein. Oui, c'est vrai. Le cadre de la candidature s'impose quand même une certaine retenue. C'est juste. Même dans une start-up cool, le recrutement reste souvent formel à ce niveau-là. Mieux vaut être un peu trop poli que pas assez. Bon, la salutation est posée. Ensuite, l'introduction. Comment on commence le message? Là encore, le mot d'ordre du guide, c'est concision et clarté. Faut aller droit au but. Directement. Oui. Indiquer immédiatement pourquoi on écrit. Je postule pour le poste X et mentionner comment on a trouvé l'offre. Site carrière, plateforme d'emploi, réseau, recommandations. Ça doit être dit dès le début. C'est très pragmatique comme approche. Le recruteur sait tout de suite pourquoi on est là et d'où ça vient. Pas de temps perdu. Exactement. C'est une marque de respect pour le temps du recruteur qui est souvent limité. Et la source, ce n'est pas anodin. Ah bon? Pourquoi? Savoir si ça vient d'une recommandation interne, d'un salon, d'une annonce généraliste, ça peut influencer la lecture. Une recommandation, par exemple, ça peut donner un petit coup de pouce ou au moins piquer la curiosité. Intéressant. Donc le mentionner d'emblée, c'est aussi un peu tactique. Je vois. Dimension tactique, ok. L'intro est faite. On passe à la présentation. Alors là, ça se corse peut-être un peu. Comment on se met en valeur sans juste répéter le CV qui est en pièce jointe? C'est tout l'art. C'est un exercice d'équilibriste. Le guide suggère une présentation brève. Non, peut-être le domaine d'expertise, mais l'astuce, c'est de
pas tout dire. D'accord. Faut sélectionner et mettre en lumière une ou deux compétences clés ou une réalisation vraiment marquante, qui soit spécifiquement liée aux besoins de l'offre. C'est un teaser, quoi, pas le film en entier. Donc c'est moins une présentation générale qu'un avant-goût ciblé. Un peu comme un pitch rapide, mais à l'écrit. C'est exactement ça. Ça montre qu'on a analysé le besoin. J'ai compris ce que vous cherchez, et voilà tout de suite pourquoi je pense correspondre. Choisir les bons éléments ici, c'est crucial. Un exemple peut-être? Oui, par exemple, plutôt que de dire «j'ai 5 ans d'expérience en marketing digital», on pourrait dire quelque chose comme «mon expérience en gestion de campagne SEO a permis d'augmenter le trafic organique de 30% chez mon employeur précédent», un objectif qui me semble similaire à celui mentionné dans votre annonce. C'est concret, c'est ciblé. Et ça donne envie d'ouvrir le CV pour en savoir plus. Voilà. On voit bien la différence d'impact. Cette personnalisation, ça nous mène logiquement à la motivation. Comment on l'exprime de façon convaincante, mais, comme le dit le guide, succinctement. La concision, c'est le défi, c'est vrai. Le guide insiste, expliquer pourquoi ce poste nous intéresse et pourquoi cette entreprise en particulier. Faut montrer un intérêt qui va au-delà de la simple recherche d'emploi. Montrer l'enthousiasme. Oui, transmettre son enthousiasme à l'idée de rejoindre cette équipe, ce projet. Mais comment on évite les phrases un peu bateau, genre votre entreprise leader sur son marché ou je suis très motivé par ce nouveau challenge. Comment être bref et authentique? Le secret, je pense, c'est la préparation et la spécificité. Montrer qu'on a fait ses devoirs, quoi. Mhm. Au lieu de dire leader, mentionner un projet récent de l'entreprise qui nous a parlé, une valeur affichée qui résonne en nous, ou un défi spécifique du poste qu'on a repéré et pour lequel on a des idées. D'accord, donc relier ses compétences à des choses concrètes de l'entreprise. C'est ça. L'authenticité, elle vient de là. Relier ses propres aspirations, ses compétences, à des éléments concrets. Une phrase bien tournée qui montre cette connexion, ça vaut mieux qu'un long paragraphe de généralité. Par exemple, Oui, la stratégie de développement durable que vous avez présentée récemment correspond tout à fait à mon intérêt pour l'impact environnemental, un domaine où j'ai pu mentionner une action concrète. c'est beaucoup plus parlant, effectivement. Ça demande un vrai travail en amont. Bon, abordons un point très pratique, les pièces jointes. Qu'est-ce qu'il faut en dire dans l'email? Le guide est très directif là-dessus. Il faut explicitement lister les documents conjoints. Classiquement, le CV et la lettre de motivation. Et s'il y a autre chose? Un portfolio Oui, si d'autres documents sont pertinents et demandés, ou même juste pertinents comme un portfolio, un book, des références, il faut les mentionner aussi. Et le conseil de base, mais qu'il faut répéter, vérifier qu'elles sont bien jointes avant de cliquer sur «Envoyer». Ah ça, c'est l'erreur classique, celle qui donne des sueurs froides juste après l'envoi. On l'a tous faite au moins une fois, je crois. Malheureusement, oui, et ça peut vraiment nuire à la candidature. Donc, double, triple vérification, c'est impératif. Et un point que le guide ne mentionne pas, mais qui est logique, le nom des fichiers. Ah oui, bonne idée. Un cvduransofé.pdf, c'est quand même plus pro et plus pratique pour le recruteur qu'un doc1 final v3 pour envoi.pdf, non? C'est clair. Ce sont ces détails qui comptent. Exactement. Ça construit une image de sérieux, de rigueur. Excellent rappel. On approche de la fin de l'email. La conclusion. Comment on termine sur une bonne note professionnelle? Le guide recommande d'exprimer clairement sa disponibilité pour la suite, que ce soit pour donner plus d'infos ou, évidemment, pour un entretien. C'est une posture proactive. Montrer qu'on est prêt. C'est ça, et aussi essentiel. Remercier la personne pour son temps et son attention, puis clore avec une formule de politesse professionnelle standard. Cordialement, bien cordialement, ce sont les exemples cités. Des valeurs sûres. Donc, pas besoin de chercher l'originalité à tout prix ici, on reste sobre, poli et on laisse la porte ouverte. C'est tout à fait ça. La conclusion, elle doit être fluide, polie et orientée vers l'étape suivante, l'entretien espéré. Ça confirme le professionnalisme qu'on a montré tout au long de l'email. Et juste après cette formule de politesse, il y a la signature. Quels sont les éléments indispensables selon le guide? Les basiques, mais qu'il faut rappeler. Nom complet, numéro de téléphone où on est joignable et l'adresse email po. C'est le minimum syndical pour une signature efficace. Et là aussi, la précision est clé. Une faute de frappe dans le numéro ou l'email, et tous les efforts sont anéantis si le recruteur ne peut pas nous recontacter. C'est absolument critique, Chefta. Faut imaginer la frustration du recruteur qui veut appeler un candidat super intéressant et qui tombe sur un numéro qui n'existe pas. C'est Occasion manquée bêtement. Exactement. Donc, vérifier, revérifier ses propres coordonnées, c'est non négociable. On a presque fini notre email type. Mais il reste une étape cruciale sur laquelle le guide insiste beaucoup.
La relecture. Pourquoi c'est si important? La recommandation est simple. Traquer et éliminer la moindre erreur. Grammaire, orthographe, faute de frappe, tout doit y passer. Pourquoi cette insistance? Parce que les fautes d'inattention, ça peut vraiment écorner l'image du candidat. Ça peut être vu comme un manque de sérieux. Oui, ou de rigueur, ou même de respect pour le destinataire. Et dans beaucoup de postes, la communication écrite est importante, donc ça peut être rédhibitoire. C'est vrai qu'une faute qui saute aux yeux, ça laisse une impression de négligence assez tenace. Le guide donne des astuces pour bien se relire? Le guide n'entre pas dans ce détail, mais il y a des techniques connues, oui. Laisser reposer son email un peu avant la relecture finale, ça aide à prendre du recul. Ah oui, l'œil neuf. Exactement. Le lire à voix haute, ça force à ralentir et ça aide à repérer les phrases bancales ou les fautes d'accord. Changer la police, la taille du texte, ça peut aider aussi. Et le top, si possible, le faire relire par quelqu'un d'autre. L'objectif, zéro défaut. C'est ça. D'excellents conseils pratiques. Pour finir, le guide de Le Repère des disciples insiste sur un principe qui englobe tout, l'adaptation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est peut-être le conseil le plus important en fait. Ça signifie qu'un email de candidature, ça ne doit jamais être un truc standard qu'on envoie à la chaîne. Jamais. Fini le copier-coller. Ah, mais complètement. Il faut impérativement adapter le contenu. Surtout la présentation et la motivation, hein. Il faut les adapter à chaque entreprise, à chaque poste. Montrer qu'on ne postule pas par hasard. Et aussi, très important, suivre à la lettre les instructions spécifiques données par l'employeur dans l'annonce. Par exemple, s'il demande un objet spécifique ou des infos précises. Oui, le format de l'objet, des informations à fournir d'emblée, ne pas respecter ça, c'est déjà une preuve qu'on ne sait pas suivre des consignes. Donc, l'adaptation, c'est la clé pour sortir du lot. C'est clair, les recruteurs doivent les repérer facilement, les emails génériques. Ah oui, ça se voit tout de suite. L'effort d'adaptation, même si ça prend du temps, c'est un investissement qui paie. Ça montre un intérêt sincère, réfléchi. C'est une marque de respect, de motivation. Et comme je disais, respecter les consignes, c'est une première démo de sa capacité à comprendre et appliquer des directives, essentielles en entreprise. Donc, vu d'ensemble, l'adaptation, ça transforme une candidature un peu lambda en une démarche vraiment ciblée et pro. Tout à fait. Bien, si on essaye de résumer les points plis de notre discussion, basé sur ce guide Le Repère des IP, cet email d'accompagnement, c'est bien plus qu'une formalité en fait. C'est une sorte de carte de visite dynamique, un argumentaire express. C'est exactement ça. C'est la première impression tangible qu'on laisse. Il donne le ton, il reflète le professionnalisme, la qualité de l'écrit, le souci du détail. Et le niveau de motivation réel. En suivant une structure claire, en soignant chaque élément, comme on vient de le voir, on maximise vraiment ses chances. Ces chances que la candidature soit lue déjà. Oui, et surtout qu'elle soit considérée avec attention. Donc, en résumé, un objet précis comme un laser, une salutation respectueuse, si possible personnalisée, une intro directe qui pose le contexte, une présentation teaser, super pertinente, une motivation spécifique qui montre qu'on a cherché. Ne pas oublier la mention claire des pièces jointes. Ah oui, correctement nommée et vraiment jointe. C'est ça. Une conclusion polie et proactive, une signature nickel, une relecture quasi obsessionnelle. Et le chapeau sur tout ça, l'adaptation systématique à chaque cible. Voilà. C'est une excellente synthèse des étapes clés. Et peut-être, juste pour ouvrir un peu la réflexion à la fin de notre échange, le guide nous donne un cadre très pro, c'est essentiel. Mais une question demeure, je trouve. Laquelle? Comment on fait pour injecter dans ce cadre une touche d'authenticité? Ce petit supplément d'âme, quoi, qui fait qu'une candidature sort vraiment du lot sans tomber dans la familiarité ou l'excès. Comment montrer sa personnalité, sa passion, tout en respectant les codes? Ah, trouver cet équilibre subtil entre le professionnalisme rigoureux et la personnalité qui marque. Vaste programme, hein. C'est sans doute là que réside l'art de la candidature réussie, au-delà de la pure technique. Exactement. Une excellente piste de réflexion pour peaufiner sa prochaine démarche. Merci beaucoup d'avoir décortiqué ce sujet avec nous aujourd'hui.